un peu en quelques mots, Flavien Berwick, je suis consultant DevOps, depuis, quelques années maintenant, team lead, je travaille principalement dans le secteur, défense, secteur public, ministère de l'Intérieur, au ministère des Armées. Heu, une petite expérience chez Google et puis dans quelques startups également, et à la suite de quoi je suis venu à Montréal, où j'ai quitté la vie parisienne après 5 ans, là-bas. Donc, ça me fait plaisir de faire cette présentation, ici, après, 2 ans de résidence. Et donc, je suis parti 2 fois cet été dans la Silicon Valley. Cette présentation, c'était l'occasion de, vous faire un retour de ce que j'ai appris, mes enseignements. J'ai eu l'occasion de rencontrer des personnalités, assez réputées là-bas, à la fois des fondateurs de start-up, des directeurs de grands groupes. Vous verrez, j'ai rencontré le directeur financier d'Apple et on a eu beaucoup d'enseignements, j'en parlais à quelques-uns. Beaucoup sont très humbles, en fait, dans leur manière d'expliquer leurs problématiques. Qu'est-ce qu'ils ont vécu à la Silicon Valley, qu'est-ce qui est bien et aussi des critiques. Donc voilà, hâte de vous présenter tout ça et on commence tout de suite puisqu'en fait, la Silicon Valley, c'est pas exactement ça. Là, on est à San Francisco, c'est le Golden Bridge, mais la Silicon Valley, c'est plutôt ça. On a San Francisco ici, le centre-ville et puis en fait, la Silicon Valley, ça va être plutôt toute cette région ici-là, avec San José, qui est au sud. Et donc on est, théoriquement à 30 minutes en voiture de vraiment la 1re zone de la Silicon Valley. Quel est le contexte de tout ça? C'est que ça a été fondé en 1939 avec en premier Hewlett-Packard, HP, qui a créé sa première société et donc il y a eu, beaucoup de développement à ce moment-là, en particulier dans les microconducteurs, puisque dans les années, 50-60, après on a eu Intel qui est arrivé, et donc c'est pour ça qu'on l'appelle la Silicon Valley, parce qu'il y a plein d'entreprises de microconducteurs qui se sont, installées, donc on voit que là, il y a que 30 minutes, mais pour la petite anecdote, donc le directeur financier d'Apple nous avait raconté qu'il partait à 5 heures du matin du centre-ville pour éviter d'avoir les bouchons, entre-temps, sinon en fait, il y a 2 heures de route, entre, la première entrée de la Silicon Valley et le centre-ville. Donc San Francisco n'a rien à envier à Montréal sur le trafic. Mais la Silicon Valley, c'est aussi ça. Si ça s'affiche. Donc des bureaux plus ou moins, disgracieux, mais souvent bon à l'intérieur c'est très, c'est assez sympa. C'est juste que voilà faut pas s'imaginer un endroit, très, technologique de l'extérieur. Ça peut être assez sobre. Et puis il y a d'autres bâtiments comme l'Apple Park, donc vous avez dû sûrement le voir déjà, qui est absolument somptueux, que j'ai eu l'occasion de visiter, et donc qui paraît vraiment irréaliste quand vous rentrez dedans. Tout est parfaitement propre, toutes les vitres sont parfaitement nettoyées. On a l'impression d'être dans un endroit qui n'existe pas. Donc voilà, on a vraiment, des différences, en termes esthétiques, hein. Et en fait, quand on arrive, à San Francisco, donc vous arrivez à l'aéroport, vous prenez évidemment un Uber pour rejoindre le centre-ville, et ça ressemble à ça. Donc beaucoup de panneaux publicitaires autour de l'IA. On est en plein boom de l'IA et avant tout, ça c'est né ici. Et même sur les transports en commun, à l'image de ce bus qui, affiche en grand des publicités sur un logiciel d'intelligence artificielle. Mais, l'IA, c'est aussi du concret dans puisque c'est à l'image, des voitures autonomes Waymo, des taxis, voilà, autonomes. Vous pouvez avoir une application comme Uber, vous mettez l'adresse de votre destination, le taxi arrive et vu que vous avez le Bluetooth entre le taxi et votre téléphone, et il ouvre les poignées, vous pouvez ouvrir la porte et aller dedans et ensuite vous appuyez sur un petit écran, démarrer le voyage et vous allez, voyager là-bas. Heu et donc la Silicon Valley, ça vit au rythme des tendances, donc là, on a beaucoup d'intelligence artificielle là-bas, mais en 2017-2019, au contraire, c'était rempli plutôt d'images sur la blockchain, et sur la big data. Et donc ça, c'est vraiment une ville qui évolue au cours du temps. Et ce qui est marrant, c'est que même dans le Uber, le 1er que j'ai pris, la personne était au téléphone, elle appelait son nom, il s'appelait Fabio et au lieu de dire, F comme Florian ou, A comme, ami, il disait F comme Facebook, A comme Apple et c'est voilà, on se rend compte de là où on est. C'est assez amusant. Alors quelques chiffres. Donc la Silicon Valley, le PIB annuel de la Silicon Valley, c'est 840 milliards de dollars, ce qui représente un tiers du PIB canadien.
heu c'est 50 des investissements en venture capital américains. Donc c'est conséquent. Les États-Unis, il faut savoir que ça concentre 75 des investissements mondiaux, 36 à la Silicon Valley. Donc rien que la Silicon Valley, c'est 36 des investissements mondiaux. C'est assez conséquent. En Europe, on est entre 6 à 10 et au Canada, on est à 2. Donc il y a une grosse différence à ce niveau-là et donc c'est ici, en fait, que tout démarre, tout se construit. J'en parlerai un peu plus tard, mais donc c'est là où on fait, en fait, on construit les standards. Vous avez tellement de capital au départ que vous êtes capable d'avoir des sociétés qui tordent le marché, un peu à l'image de Meta quand ils ont essayé de faire le métaverse à coût de milliards de dollars pour faire de la publicité et puis, inonder nos marchés et donc cette ferveur pour le monde de l'innovation et de l'investissement, ça se manifeste tous les jours là-bas. On a des conférences, on a des affiches publicitaires, on a des cafés bondés avec des gens, qui sont sur leur ordinateur, sur des Mac, comme ça. C'est vraiment à l'image de ce qu'on s'en fait et beaucoup de réseautage également. Heu, à l'image de la toute première conférence que j'ai fait, donc c'était en juin. J'ai été invité à la YC AI Startup School. C'est, Y Combinator, un des plus grands incubateurs, des États-Unis, qui a organisé cette, conférence et vous aviez, le fondateur de OpenAI, Sam Altman, le directeur de Microsoft, vous aviez Elon Musk, tout un tas de personnalités, qui passaient, nous expliquer, les principes de l'IA et qu'est-ce qui était en train d'être développé aujourd'hui, particulièrement intéressant. Mais en fait, ce qui a été aussi intéressant, c'est de rencontrer toutes ces personnes, c'était des jeunes entre 20, entre même 17 pour les plus jeunes à, 30 ans, qui avaient déjà pour certains déjà levé des millions de dollars, qui avaient déjà des employés. Enfin voilà, on est sur un monde, assez différent de ce qu'on peut connaître ailleurs. Heu et notamment ça c'est Sam Altman, hein, donc le patron de OpenAI avec le patron de Y Combinator. Et donc, à l'image de personnes, comme Noah, qui est ici en train de promouvoir dans la rue sa propre société, devant la file d'attente, à cet événement. Je trouvais ça assez caractéristique parce que, vous avez beaucoup de jeunes comme ça qui sont 100 attachés à faire du marketing pour leur société, mais 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ils sont à fond dans leur aventure, et donc en fait cette personne, j'avais juste pris en photo. Et quand j'ai revu, ma présentation, j'ai un peu zoomé sur, le panneau et j'ai vu arvo.ca. Je me suis dit: «Mais CA? Incroyable!» Donc je suis allé sur internet, j'ai tapé le nom de sa boîte et en fait, il habitait à Montréal et donc en fait, on s'est rencontrés ici et on a pris un café ensemble, on a parlé entrepreneuriat et depuis on est devenus collègues, quoi. Très important de networker, on va le voir. Donc qu'est-ce que c'est San Francisco? C'est je le décrirais comme la capitale de l'entrepreneuriat. Heu, donc des gens, voilà, très motivés, 22 ans, des jeunes, soit qui se sont lancés à temps plein sur leur projet, soit qui sont en études, à Stanford ou à Harvard ou MIT. C'est aussi un lieu où, il a été possible de réunir tous ces talents. Parce que qu'est-ce que c'est la Silicon Valley? C'est un écosystème qui a été créé là-bas, qui est unique au monde. Ils ont réussi à mettre ensemble les écoles les plus prestigieuses du monde, les plus grandes entreprises du monde et les venture capitaux, donc ceux qui permettent de faire des levées de fonds. Avec des cas d'usage, donc avec ces grandes entreprises, Tesla, HP, Intel. Donc on a tout au même endroit et ça permet de créer cet écosystème pour, réussir au mieux, se lancer le plus rapidement possible avec des très gros fonds d'investissement. On a essayé de le faire, hein, en France, par exemple, sur le plateau de Saclay. On a réuni Polytechnique, Thales, Safran, la DGA, des acteurs institutionnels privés, avec plus ou moins de succès, ce qui se dit beaucoup, c'est que même aux États-Unis, ils ont essayé de répliquer la Silicon Valley, par exemple, à New York. Et ils y ont pas réussi, parce qu'il y a pas cet écosystème de VC, école, et entreprise. Je voulais vous en parler aussi, c'est là vraiment où on définit les standards de demain. On n'a pas d'autre endroit sur terre où on a autant de capital pour faire de la R&D et être capable de créer par exemple, les prochains modèles d'IA. Il faut tellement des quantités d'argent pour créer ces data centers, pour avoir les meilleurs talents du monde, que tout se passe ici et ils créent les standards de demain. Quand nous, au Canada, en Europe, on va plutôt dériver des cas d'usage. On va être plutôt sur, des cas d'usage locaux, de la mise en conformité, des besoins plus souverains, plus locaux.
Donc voilà, quand vous êtes, disons très ambitieux, que vous voulez que votre projet d'entreprise, c'est de changer le monde, il y a un endroit où il faut aller, c'est, la Silicon Valley aujourd'hui, parce que c'est là où vous allez pouvoir prendre un café très rapidement avec un venture capital qui va vous donner 10 millions de dollars. C'est un peu plus compliqué ailleurs. C'est ça. Donc je peux vous parler de tout ça parce que j'ai été sélectionné aussi à un second programme, la Silicon Valley Fellowship, dont j'arbore le t-shirt aujourd'hui. C'est un programme d'une semaine où on a été sélectionnés, on nous a payé les billets pour aller, sur place, et on a, visité toute la Silicon Valley, notamment le Apple Park que je vous disais, et là, on est avec l'ex-CFO d'Apple, l'une des personnes les mieux payées, chez Apple, qui nous a accueillis dans, vraiment la salle de contrôle où ils ont les réunions les plus importantes dans la Silicon Valley pour Apple. On a rencontré aussi le président de Replit, qui est une grosse société d'intelligence artificielle du type Lovable, pour ceux qui connaissent. Et puis des fondateurs de startups à succès dans MBC Biolabs, les responsables de Stanford. On a visité aussi les quartiers généraux de Google, de Microsoft. Et puis tout un tas d'ingénieurs de Google, de Microsoft, de Tesla, qui nous faisaient un peu leur retour d'expérience sur ce qu'ils avaient vécu dans la Silicon Valley, soit en tant que fondateurs, soit en tant qu'employés. De toutes ces rencontres, j'en ai retenu 5 leçons clés que je vais partager avec vous. La première étant, la résilience. Hem, faut se rendre compte que la statistique, c'est 9 entreprises qui échouent pour 10 sociétés qui sont lancées. Donc il faut vraiment incarner cet esprit de persévérance, sinon vous allez rapidement, dépérir à la fois mentalement et en termes business. Heu Là-bas, en fait, la résilience, ça s'incarne au quotidien. Même quand vous allez pitcher votre projet à un fonds d'investissement, il va surtout s'intéresser à vous avant de s'intéresser au projet. Pourquoi? Parce que votre projet, on sait qu'il va pivoter dans 3 mois. Ça va tellement vite la Silicon Valley. Dans 2 mois, votre idée va être déjà périmée. Donc les venture capitaux, ils s'intéressent à vous, au fondateur avant de s'intéresser au projet. Et ils vont même jusqu'à vous demander votre routine, en fait, au quotidien. Est-ce que vous faites du sport? Est-ce que vous vous nourrissez correctement? C'est voilà, c'est important de garder un esprit sain dans un corps sain. Et donc 5 enseignements pour être, équilibré à la fois côté business et côté perso, c'est sommeil, sport, nourriture, rester entouré de personnes qu'on apprécie et qui nous apprécient, et santé mentale, en 5e. Donc ça, c'est ce qu'il faut suivre pour être intéressant même auprès des VC. Il faut savoir motiver ces 5 critères auprès d'un VC. Accepter l'échec, ça se rapproche de la slide juste avant, avoir une approche un peu plus stoïcienne de la vie avec, quand vous lancez une entreprise, vous avez une chance sur 100 d'être profitable dans la Silicon Valley. Une chance sur 100 que votre entreprise génère plus d'argent que ce qu'elle n'aura coûté. On voit, par exemple, WeWork qui est encore en déficit aujourd'hui alors qu'ils ont eu un tas de fonds. Voilà, donc la statistique officielle, c'est, un entrepreneur sur 100 qui arrive à avoir de l'argent de la part de l'entreprise qu'il a créée. Sachant que vous donnez 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur votre propre projet, il y a peut-être des personnes qui seraient intéressées pour faire, des choses qui leur apporteraient plus. Mais voilà, donc c'est avant tout, une aventure personnelle et business, oui, mais en gardant ces statistiques en tête. Ensuite, vous êtes à la Silicon Valley, donc profitez de cet écosystème avec plein d'entrepreneurs, plein de venture capitaux pour aller faire votre réseautage, ne restez pas chez vous. Heu, il y a beaucoup de VC qui sont très accessibles sur LinkedIn, vous pouvez les contacter directement, avoir un rendez-vous dans un café. Heu et puis alors le réseautage, c'est pas uniquement la journée, c'est aussi le soir. Donc j'ai eu l'occasion d'aller dans une soirée un peu, underground, réseautage, et je parlais à quelqu'un, qui paraissait tout à fait simple, je portais le t-shirt de Y Combinator, donc le plus gros incubateur des États-Unis. Il me dit: «Ah mais c'est drôle, Y Combinator, moi j'ai vendu ma société il y a 3 ans à Google, via Y Combinator». Je dis: «Attends, tu as vendu ta société à Google, à Y Combinator?» C'est très dur de rentrer chez Y Combinator. Il me dit: «Oui, oui, je suis le créateur de Flutter». Flutter qui est l'un des langages de programmation, le plus, connu pour créer des applications mobiles. Heu et donc j'ai aussi rencontré la directrice des opérations de TikTok, là en train de bon, j'en dirai pas plus, mais c'était assez amusant dans cet environnement un peu underground, quoi. Ensuite la diversité,
C'est intéressant parce que la Silicon Valley, ils regardent absolument pas les origines. Ils vont vraiment se concentrer sur, la capacité des gens à répondre à des besoins des entreprises et donc ils arrivent à attirer les meilleurs, principalement évidemment avec les salaires, les conditions de vie. Et là, je fais un petit clin d'œil à la situation, migratoire défavorable au Québec. Je laisserai ceux qui font de la loi parmi nous, commenter, mais voilà. En tout cas, il y a pas de souci aux États-Unis pour venir quand on est attiré par une entreprise américaine. Et enfin, leçon numéro 5, toujours expérimenter. L'un des mots d'ordre dans la Silicon Valley, c'est better done than perfect. Mieux vaut que ce soit fait que, ce soit parfait. Et donc, on essaye de lancer quelque chose en premier pour tester le marché et puis itérer au fur et à mesure. On va pas tout penser d'un coup et puis le lancer pour, une fois pour toutes. Mais bien sûr donc, tout n'est pas rose. Je vais vous lister les quelques côtés un peu moins sympas de la Silicon Valley. Beaucoup de pauvreté dans les rues. C'est difficile de marcher la nuit en ligne droite. Il y a beaucoup d'itinérants, et de toxicomanes. Donc, c'est pas très agréable. On était un groupe de 30 pendant ces 2 programmes et il y en avait 29 sur 30 qui souhaitaient pas rester ici à Silicon Valley, en grande partie à cause de l'ambiance, la nuit comme ça, l'ambiance de pauvreté où on a vraiment une dichotomie entre les riches et les plus pauvres. Donc, c'est vraiment on le voit au quotidien, principalement après le covid. Ce qui s'appelle le 996, c'est travailler de 9 heures du matin à 9 heures du soir, 6 jours par semaine. Donc voilà, l'équilibre vie pro, vie perso est un peu moins respecté qu'ici. Heu, mais au moins, bah, vous êtes là pour vous donner à 100 pour votre projet. Entreprendre, c'est difficile dans le sens où justement, je vous dis les statistiques, c'est une entreprise sur 10 qui réussit, un entrepreneur sur 100 qui est profitable. Vous pouvez aussi, lever très rapidement de l'argent, mais vous avez beaucoup de compétition. Il y a beaucoup de sociétés qui font la même chose que vous et donc pour, réussir à être le meilleur parmi les meilleurs, c'est un peu plus compliqué de se lancer par exemple, au Québec où vous aurez un peu moins de compétition, mais ce sera plus dur de trouver des fonds. Et enfin, bah, c'est l'une des villes les plus chères d'Amérique du Nord. Donc, sur un studio, on est à 3 000 US par mois. Donc il faut aussi suivre ses dépenses. Si vous venez en tant qu'entrepreneur ici, bah, il faut déjà avoir un peu d'argent de côté pour vous lancer. Et il y a beaucoup de gens, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent de l'étranger, ils prennent leurs 3 mois de vacances dans la Silicon Valley. Ils y vont pas pour les vacances, ils y vont pour essayer d'intégrer un incubateur. Et du moment où vous avez accès à un incubateur comme Y Combinator, vous avez le droit de demander un visa préférentiel aux États-Unis, le visa H-1B-O, qui vous donne accès à la résidence, temporaire là-bas. Et maintenant, on va passer sur les tendances. Donc, je vais vous faire une petite démo d'un navigateur nouvelle génération. Vous avez peut-être vu passer Comet de Perplexity ou, le navigateur équivalent de OpenAI. On est vraiment sur une bataille des interfaces désormais. Je vais vous montrer la requête que je vais faire. Je vais vous montrer qu'on peut créer un voyage de 3 jours à Montréal, par exemple, et que tout soit planifié par l'intelligence artificielle. Et donc là, par exemple, ce cas d'usage, c'est vous venez compétitionner directement avec des sociétés de voyage qui créent des voyages. Ou par exemple, même Uber, en fait, l'interface unique, ça va être votre navigateur. Maintenant, ce sera plus les applications mobiles. Donc vous allez demander, par exemple: «Prends-moi, à ce point-là et puis viens me déposer à cet endroit-là». Tout se passera sur une interface et donc tout de suite, ces sociétés essaient d'investir un maximum d'argent pour prendre le maximum d'utilisateurs et que ce soit la solution par défaut sur tous vos téléphones. Et notamment, bah, les sociétés les plus puissantes, lesquelles ce sera? Ce sera Apple, Samsung, parce qu'ils ont tout le marché des smartphones. Et qu'est-ce que vous touchez au quotidien comme interface? Votre téléphone. Donc on est vraiment sur une interface unique dans ce futur-là. On verra comment ça se dessine. Donc je vais vous faire une petite démo. Par exemple, on va essayer de se faire un petit voyage de, 3 jours à Montréal. Donc là, ce que je vais vous présenter, c'est qu'on va vous voulez, par exemple, visiter Montréal et vous voulez avoir, un voyage sur 3 jours, sauf que vous avez, pas envie forcément de passer votre temps à aller sur les comparateurs de sites, et savoir quoi faire. Donc vous allez demander à l'IA de le faire. Donc là, on a un navigateur qui est 100 intégré avec de l'intelligence artificielle. On va aller sur Google Maps et ce qu'on va lui demander, c'est de mettre les points sur la carte, mettre les points sur la carte de là où il pense que ce serait le plus pertinent d'aller visiter. Donc on va lui demander
Sur la partie droite, vous avez votre assistant à qui on a posé la question, qui va aller faire ses recherches et là, vous voyez qu'il a commencé à faire des actions. Il y a un petit halo autour du navigateur et il vient aller chercher dynamiquement, les actions qu'il a à faire pour créer notre voyage. Donc là, je touche vraiment à rien, c'est en live. Il va créer ma liste, qu'il va nommer, ses points communs, et puis au fur et à mesure, voilà, les 3 jours à Montréal et au fur et à mesure, il va aller, mettre, dans Google Maps, les, endroits qu'il faut aller visiter et tout ça, voilà, sans rien faire. Donc vous pouvez le laisser, c'est encore aujourd'hui un petit peu lent, vous voyez, c'est pas directement intégré avec, Google Maps. Donc c'est vraiment il prend une capture photo en permanence de toutes les actions qu'il fait et il va se dire: «Ah mais où est-ce qu'il faut que je clique pour, répondre, à la requête de l'utilisateur?» Là, vous voyez, il m'a rajouté le Vieux-Port, il m'a rajouté, bon, un hôtel, il vient me recommander comme ça plusieurs, lieux intéressants pour, visiter Montréal. Donc voilà, ça c'est les navigateurs, basés à intelligence artificielle et donc dans le futur, ce qu'on imagine, c'est des, systèmes des navigateurs totalement connectés avec les sites web, et vos sites web, ils seront plus conçus pour les humains, en tout cas plus uniquement pour les humains, mais il y aura 2 versions de vos sites internet. Une pour les robots, comme l'IA, une pour les humains. Parce qu'ils vont pouvoir communiquer d'une manière, différente. On appelle ça les MCP, Model Context Protocol, et c'est une manière, disons, de discuter avec, les machines, donc voilà, vous devrez développer 2 versions de votre site web. On va le couper tout de suite et on va retourner sur la présentation originale par l'écran. Pas que moi, mais c'est l'essentiel, disons. Navré pour la fluidité. Hop, parfait. On va repartir là où on était. Donc je vais vous présenter les tendances tech, on s'en souvient. Aussi un point intéressant pour le consulting, c'est traditionnellement, on avait de la SEO, donc de l'optimisation de contenu pour les sites web et même maintenant, on va avoir de la SIAO. C'est-à-dire qu'on va optimiser les sites web, pour les intelligences artificielles et par exemple, vous avez beaucoup de services internet qui bloquent les robots aujourd'hui avec, Cloudflare, par exemple, vous avez tout un tas de services de ce genre-là. Et bien maintenant, il va falloir plutôt les autoriser parce que si vous le bloquez, tous ces navigateurs comme celui que je vous ai présenté, ils pourront pas aller sur le site. Par exemple, IKEA, on nous a fait une présentation, le Chief Future Officer de Microsoft, qui nous a fait la présentation de l'achat d'un banc, par exemple, pour chez vous et il a tapé des donc «Trouve-moi le meilleur banc du moment» et le seul site qui n'apparaissait pas, c'était IKEA parce qu'il bloquait les robots. Donc aujourd'hui, si vous voulez optimiser votre site pour, l'intelligence artificielle, eh beh, ne bloquez pas les robots. Vous avez d'autres méthodes pour bloquer les spams. Et donc je vous parlais des MCP, c'est une notion importante. Ils parlent beaucoup de ça dans la Silicon Valley. C'est la manière pour ces intelligences artificielles de communiquer avec les sites web. Vous avez votre interface qui va communiquer avec les sites web. Deuxième 2e grande tendance et là on parle plutôt d'un aspect sociétal. Petite statistique en 2030, 12 de la consommation énergétique, ce sera pour les data centers. Et 40 de ces 12 c'est lié à l'intelligence artificielle. Et donc là, vous avez une problématique d'acceptation sociétale, puisque c'est soit on investit dans des nouvelles, infrastructures de production d'électricité, soit on investit dans des écoles, soit on investit dans les hôpitaux. Donc il va falloir faire un choix. C'est est-ce qu'on continue encore à investir tant que ça dans l'intelligence artificielle ou est-ce que, on trouve un équilibre avec, d'autres types d'investissements? Ça, c'est, Satya Nadella qui l'a dit sur scène. C'est le patron de Microsoft qui était très transparent là-dessus. Aujourd'hui, l'IA n'a démontré aucun impact sociétal positif. Je vais vous montrer, quelque chose qui a changé, mais depuis une semaine. Mais en tout cas, jusqu'à il y a une semaine,
aucun impact positif. On augmente notre productivité au quotidien, c'est très sympa, on fait des recherches plus rapidement, mais en fait, tout le monde fait des recherches plus rapidement et au final, est-ce qu'on améliore vraiment la société? La question se pose. Or, il y a une semaine, le 15 octobre, donc ouais, une semaine et demie. Il y a Google qui a fait une découverte majeure en oncologie, grâce à leur intelligence artificielle. Il y a donc l'IA a généré une hypothèse scientifique qui a été ensuite vérifiée par leurs chercheurs. En fait, si vous voulez, tuer des cellules cancéreuses, d'habitude, elles sont froides, ces cellules cancéreuses, et pour les identifier, il va falloir les chauffer et vous les chauffez en mettant des marqueurs pour dire à l'antigène, «Viens ici attaquer la cellule, cancérigène». Bon, ils ont trouvé une solution, pour, une hypothèse qui était censée, chauffer donc mieux ces cellules-là et ça a fonctionné et donc là, on est dans un changement. C'est-à-dire qu'on commence à avoir un intérêt pour l'intelligence artificielle pour la société et non pas uniquement pour le capital. Le problème qu'on voit, c'est qu'on atteint aujourd'hui un seuil de performance. Donc là, en abscisse, vous avez, disons le temps et en ordonnée les performances des modèles d'intelligence artificielle. Donc on arrive à ce qu'on appelle un mur de la physique qui avait été prédit par Yann LeCun, un grand chercheur et on a une course en parallèle aux levées de fonds parce que OpenAI, beh, va devoir continuer de trouver des fonds. On parle de maintenant des levées à 1 000 000 de dollars. Mais il y a aucune réelle nouveauté. La seule nouveauté qu'il nous a annoncée, c'est des contenus pour adultes qui vont être autorisés maintenant sur OpenAI. Donc, il y a vraiment un palier qu'on atteint et André Karpathy, l'un des, ex-responsables de l'IA chez Tesla, estime qu'on atteindra l'AGI dans à peu près 10 ans. 10 ans. Donc l'AGI, c'est une IA qui est capable de s'auto-entraîner et donc d'être aussi intelligente qu'un humain. Donc on atteint un vrai seuil, sauf que ça c'est vraiment une bataille hégémonique pour les USA. Il y a Elon Musk qui estime que l'IA pourrait représenter 7 du PIB américain dans les prochaines années. Bon, c'est aussi pour justifier des levées de fonds pour ses propres entreprises, mais quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a quand même un intérêt dans la défense, dans l'industrie beaucoup, donc c'est important de travailler dessus et d'être les premiers. Et enfin, la 3e grande tendance, c'est la robotique. On parle énormément de ça en Silicon Valley, beaucoup moins, je trouve, en Europe et ici au Canada. Heu, on nous a présenté historiquement beaucoup de concepts plus ou moins convaincants, avec des visages, pas forcément amicaux. Mais on arrive aujourd'hui à des technologies un peu plus matures. Récemment, NeMo qui a été lancé, en fait, le 28 octobre, ce qui est il y a 2 jours, qui vend du coup son robot à 20 000 et 500 par mois. C'est une petite souscription, qui vient chez vous tenter d'arroser vos plantes, tenter de faire le ménage, sauf qu'en fait, même ce robot aujourd'hui, il est téléopéré, donc bon, on n'y est pas encore, mais on sent que ça s'améliore. Il y a Tesla travaille beaucoup, ils investissent énormément dans la robotique avec Optimus, et ils estiment que même 80 des revenus de Tesla proviendront des robots dans le futur. Hem, pour, faire un petit, point sur le marché que ça représente, en 2030, les robots, ce sera 110 milliards de dollars, quand l'IA représentera 900 milliards de dollars. Mais donc c'est quand même une partie significative, 1/10 de ce que représente le marché pour l'IA, en robotique. Pourquoi est-ce qu'en fait on va aller beaucoup vers la robotique? On peut se dire: «Bah, en fait, ce sera toujours plus économique d'embaucher quelqu'un pour faire le ménage ou la vaisselle». Mais en fait, ça va être plutôt sur l'industrie. On arrive dans nos sociétés occidentales à un croissant de l'industrie. D'ailleurs, c'est pour ça que notre industrie, périclite, c'est qu'on ça coûte trop cher d'embaucher ou d'entretenir toutes ces infrastructures. Et donc les robots viendraient aider à cette, main-d'œuvre dont on a besoin dans toutes, nos industries pour augmenter cette capacité de production.